Bonjour à tous et à toutes. Donc, on va commencer aujourd'hui cette série de cours, de 6 cours, portant sur l'histoire connectée des empires à l'époque moderne. Je vais donc commencer aujourd'hui avec quelques considérations d'ordre général, portant à la fois sur l'historiographie et sur des questions un peu plus précises, notamment les précédents anciens et médiévaux. Et puis, au fur et à mesure, dans les semaines à venir, on va continuer à traiter une série d'études de cas portant sur des situations différentes, notamment sur l'Eurasie, mais aussi sur, bien sûr, le monde atlantique, le monde de l'Eurasie, donc en allant jusqu'en Asie centrale, et ainsi de suite. Donc, ce sont des questions qu'il faut bien sûr essayer de traiter d'une façon équitable, mais la réalité, c'est aussi que c'est parfois un peu difficile à faire car on a des moyens, disons, un peu inégaux au niveau des compétences. Il y a bien sûr des régions du monde que je connais beaucoup mieux que d'autres. Mais voilà, on va tâcher de faire notre mieux pour avoir une vision d'ensemble de cette histoire connectée des empires à l'époque moderne. Donc, le sujet que je me suis donné pour aujourd'hui, c'est donc qu'est-ce qu'un empire? Et avec sous-titre à la recherche des généalogies. C'est-à-dire, je vais traiter une série des écrits portant sur des tentatives soit de définir, soit d'éviter la définition de l'empire. Et puis, par la suite, on va tâcher de voir quelles sont les généalogies possibles des empires qu'on trouve à l'époque moderne, c'est-à-dire, en grosso modo, à partir du 15e siècle. Alors, si on regarde le monde en 1700, vous voyez sur cette carte, on voit que c'est un monde où une grande partie de la surface est occupée par des empires. Pas exclusivement, ça va de soi, mais il y a des empires, si vous voulez, un peu partout dans les 4 continents. Donc, sur le continent américain, vous voyez un empire espagnol, un empire portugais et aussi quelques éléments de l'empire britannique et de l'empire français. Puis, en Europe, bien sûr, il y a plusieurs empires, y compris l'empire russe qui va jusque dans le Pacifique. Il y a en Asie quelques empires très importants, surtout aussi parce qu'ils ont un poids au niveau démographique, l'empire chinois de Qing, l'empire moghol. Il y a aussi des points d'interrogation sur un certain nombre de systèmes politiques. Par exemple, on va revenir sur cette question qui a quand même préoccupé pas mal les spécialistes de l'Iran. Faut-il appeler les domaines des Safavides un empire ou pas? Donc, ce genre de questions, c'est aussi légitime et on va bien sûr tâcher d'aborder ça par le biais justement de la définition, mais aussi par le biais de la connexion et de la comparaison. Alors, au XVIIIe siècle, on sait qu'il y avait aussi beaucoup de critiques de la notion même d'empire. Ces critiques venaient de plusieurs points de vue, mais notamment, il y avait des gens qui trouvaient que l'Empire était, en quelque sorte, euh, une construction artificielle. Donc, surtout à la fin du XVIIIe siècle, avec l'essor du nationalisme et des réflexions sur ce qu'était l'État-nation, on a eu cette tendance de revenir sur la notion de l'Empire comme une construction pas seulement artificielle, mais même à la limite monstrueuse. Le plus célèbre partisan de ce point de vue, c'est donc le penseur allemand Herder,
dans son livre Les idées sur la philosophie de l'histoire de l'humanité, dans lequel il y a cette célèbre phrase lapidaire: un empire où 100 nations et autant de provinces vont se perdre dans une union forcée est moins un corps politique qu'un monstre. Alors, il va de soi que pour Herder, la nation n'est pas un monstre, mais l'empire, c'est un monstre. La nation, pour lui, c'est quelque chose de beaucoup plus naturel, tandis que dans le cas de l'empire, il voit rien d'autre qu'une union forcée. Alors, on est en droit de se poser la question, quand il pensait à l'empire, concrètement, qu'est-ce qu'il avait en tête? Est-ce que Herder, par exemple, pensait beaucoup à l'empire britannique de la fin du XVIIIe siècle, peut-être, mais pas forcément. En fait, il nous semble que ce qu'il avait plus en tête, c'était probablement l'empire des Habsbourg, c'est-à-dire l'empire d'Autriche-Hongrie, et y compris les pays balkaniques et un certain nombre de territoires qui allaient jusque dans le nord de l'Italie. Alors, il avait certainement cet ensemble en tête, mais il avait peut-être une vision un peu plus compliquée en allant jusque dans le passé de cet ensemble, parce que si on est dans l'Empire des Habsbourg, pas à la fin du XVIIIe siècle, mais plutôt vers le milieu du XVIe, c'est encore plus compliqué. C'est encore plus, si vous voulez, monstrueux, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un territoire formé en Europe et donc avec des bouts du sud de l'Italie, le royaume de Naples, etc., mais aussi de l'Espagne et aussi donc de l'Amérique espagnole, les conquêtes qui ont été faites par les conquistadors, disons en gros entre 1520 et 1540. Donc, cette articulation encore plus compliquée qui est donc l'Empire des Habsbourg, il aurait peut-être ça en tête quand il pensait à cet ensemble artificiel avec des éléments assez hétérogènes mis ensemble. Alors, il avait peut-être aussi en tête quelque chose qui était extérieur à l'Europe. Et bien sûr, pour quelqu'un comme Herder, donc il y avait les Habsbourg avec leur ambition, même leur ambition démesurée. On sait que Philippe II avait cette vie non sufficit orbis, la terre, ça suffit pas pour nous, les Habsbourg. Mais il avait peut-être aussi Herder en tête les voisins les plus proches, les Ottomans. Donc, un autre empire, un empire dans ce cas particulier qui n'était pas un empire chrétien, et un empire qui était aussi assez compliqué dans sa construction, car il s'agissait d'un empire où, donc, en commençant avec une présence qui était plutôt, disons, autour de l'Anatolie, puis il y a une expansion progressive dans les Balkans, dans l'Europe du Sud-Est, et puis, il y a une expansion au début du XVIe siècle en Europe orientale et centrale, dans l'Irak, dans le Hejaz, l'Égypte et jusqu'en Tunisie et vers Alger. Donc, ça devient aussi un empire avec une articulation extrêmement compliquée, diverse, et qui va donc aussi comprendre un certain nombre d'îles dans la Méditerranée, comme Chypre, Crète, etc., à l'exception de Malte, que les Ottomans n'ont jamais pu vraiment prendre contrôle. Alors donc, vous voyez différentes sortes d'empires, différentes sortes d'articulations. Et moi-même, j'ai eu l'occasion de réfléchir sur ces empires de l'époque moderne à plusieurs reprises. J'ai un livre en cours qui va donc sortir un moment
à Paris l'année prochaine chez Buchet-Chastel, Empire entre islam et chrétienté, et je vais donc effectivement puiser dans ce livre pour mes réflexions de cette année dans ces cours. Alors, il va de soi que je ne suis pas le premier à réfléchir sur cette idée. Il y a une historiographie extrêmement dense et assez épaisse portant sur la question, mais une historiographie assez diverse aussi de son point de vue. Je prends ici deux cas assez différents. Il y a un livre sorti à la fin des années 70, qui est le livre un ouvrage collectif dirigé par Maurice Duverger, Le concept d'empire. Et puis, il y a un autre livre qui est sorti tout d'abord en anglais, puis qui a été traduit dans un certain nombre de langues, mais pas en français tant que je sache. Alors, ça, c'est le livre d'Anthony Pagden, mon collègue. Ça se traduit comme Peuple et Empire, Pueblos y Imperios. Ici, vous avez la version espagnole. Et voilà donc deux livres qui ont des attitudes très différentes par rapport à comment aborder l'histoire des empires. Donc, regardons le cas de Duverger. Alors, comme ça nous a été rappelé, Duverger a donc commencé à réfléchir sur cette question dans une perspective d'histoire comparative. Et il avait donc commencé un programme déjà en 66 et finalement, ça aboutit à peu près une dizaine d'années après dans un livre assez considérable, mais un livre où, là vous voyez ce compte rendu qui nous fait le bilan, apparemment, qui donc a eu presque par principe l'idée de refuser à proposer une définition même provisoire d'empire. Donc, bien sûr, ils n'avaient pas envie de rentrer dans une considération purement juristique, hein, mais en fait, leur façon de faire, c'est plutôt de rester à la description, c'est-à-dire des descriptions notamment aussi faites par des spécialistes des mondes extra-européens, comme si donc en accumulant une série de descriptions, on allait arriver à quelque chose qui serait plus ou moins de genre d'une description sans avoir une espèce de processus formel de définir. Alors, Anthony Pagden a essayé autre chose. Donc, Pagden a donc expliqué que pour lui, en fait, quand on pense à un empire, il faut tout d'abord penser à ce qu'est en quelque sorte le Our-Empire, l'empire par excellence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'empire romain. Donc, il faut revenir vers un auteur comme Tacite, qui parle donc d'empire, d'imperium, et qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On pense donc autant à la taille qu'à la souveraineté, et en fin de compte, c'est par sa taille qu'un empire se distingue des simples royaumes et principautés. Donc, si vous voulez, il y a un éventail de possibilités de formation politique. Il y a des principautés, il y a des royaumes, et puis il y a les empires. Et la première chose qu'il faut dire sur les empires, c'est qu'ils sont plus grandes. C'est un constat de base. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est plus d'ordre d'un processus impérial, qui n'est pas seulement une question de taille. Et ça, c'est l'idée que les empires sont vastes et ne cessent de s'agrandir. Et donc, le résultat, c'est que les empires incluent aussi des populations détentrices d'une grande variété de coutumes et de croyances différentes, parlant souvent un nombre tout aussi important de langues distinctes. Donc, deuxième trait des empires, grandeur, diversité. Diversité de quoi? Diversité de croyances, diversité de coutumes, diversité de langues. Et puis, il y a aussi cette idée qui est à moitié cachée, si vous voulez,
cette notion que l'Empire a toujours une espèce de moteur pour s'agrandir d'une façon constante. Et on imagine que par opposition, si on est dans un royaume et si on est dans une principauté, on n'a pas le même genre de logique de l'expansion constante. Voilà. Donc, vous voyez, l'Empire romain, qui serait l'Empire par excellence, l'Empire qui servirait comme modèle et comme point de départ pour tout empire postérieur. Alors, au moins, c'est plus ou moins le point de vue de Pagden dans son livre. Et tout en gardant en compte que l'Empire romain, c'était tout de même un empire assez particulier et assez unique. C'est-à-dire, tout d'abord, c'est un empire que, comme on voit dans cette carte, qui est construit autour d'une mer. Ce qui n'est pas souvent le cas avec les empires. Donc, il y a la Méditerranée, la Mare Nostrum des Romains. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est une particularité. Et puis, il y a aussi une série d'autres spécificités, y compris le fait qu'on a commencé en tant que république, puis on est devenu monarchie, et ainsi de suite. Donc, il faut garder à la fois à l'esprit l'idée de cette espèce de double originalité de l'Empire romain, original dans le sens de originaire, mais aussi c'est quelque chose d'assez spécifique qu'on ne peut pas facilement donc reproduire en tant que tel. Donc, pour continuer notre petite discussion de texte de Pagden, il ne nous donne pas une vraie définition, mais il nous dit en effet que en raison de leur taille et de leur immense diversité, la plupart des empires deviennent avec le temps des sociétés cosmopolites. Donc, impérialisme, cosmopolitisme qui vont de pair. Et donc, il insiste aussi sur le fait que les empires tolèrent généralement la diversité. Et donc, il y a encore une fois, on revient sur cette définition par plusieurs étapes, un grand État souverain en constante expansion, avec une grande variété de croyances, de coutumes, de populations parlant toute une gamme de langues différentes, et puis le cosmopolitisme, le système politique qui tolère la diversité, et bien sûr, il y a aussi un bémol, si vous voulez, que parfois les empires restreignent aussi sévèrement les libertés de certaines populations. Donc, c'est pas comme si tout le monde a le droit au même niveau de liberté. Donc, ça, c'est un point de départ, une certaine manière de penser l'Empire et les empires. Et c'est vrai d'ailleurs que l'Empire romain est resté dans l'esprit de beaucoup de gens à l'époque moderne. Ça n'a jamais été oublié. D'ailleurs, même à l'époque contemporaine, on sait que quand on était en train de débattre la constitution des États-Unis à la fin du XVIIIe siècle, les exemples romains venaient souvent aux lèvres des participants de ce débat-là. Mais voilà un autre exemple. Donc, ça, on est au tout début du XVIIe siècle. On est dans l'Empire moghol en Inde et l'empereur moghol, Jahangir, va demander à un jésuite donc d'origine espagnole, Jérôme Xavier, de lui écrire un texte sur comment il faut gouverner. Comment, qu'est-ce que c'est le bon gouvernement pour un empereur? Alors donc, Xavier, avec la collaboration d'un de ses co-auteurs, Mullah Abdul Sattar Ibn Qasim Lahori, va écrire ce texte qu'il appelle en persan Adab al-Sultanat et en espagnol Directorio de los Reyes, donc comment une espèce de miroir des princes. Et quand on regarde ce texte-là, on est frappé par le fait qu'il est souvent, donc, combien de fois il cite les exemples venant de l'histoire romaine
de l'histoire romaine, donc il a pris en abordant les textes en latin qu'il avait sans doute soit dans sa mémoire, soit dans sa bibliothèque personnelle. Donc là, vous voyez que pour lui, l'Empire romain est bel et bien une présence qu'il faut, une espèce de référence presque constante, même si on est au tout début du XVIIe siècle. Mais si on regarde le texte de Xavier, il y a aussi quelque chose d'autre qui est frappant, c'est-à-dire il ne pense pas seulement à l'Empire romain unifié. Il pense aussi à un deuxième moment de l'Empire romain, c'est-à-dire quand il y a eu ce déplacement de l'Empire romain et la création de l'Empire romain oriental, ce qu'on appelle donc l'Empire byzantin, centré sur Constantinople, et qui est devenu finalement la seule version de l'Empire romain qui a survécu après la chute de la partie occidentale. Donc, l'Empire byzantin, qui va, lui, continuer la tradition romaine jusqu'au milieu du XVe siècle, bien sûr, dans les derniers siècles de son existence, devenu assez faible, mais resté prestigieux. Et c'est aussi ça qui est donc une espèce de mémoire de l'Empire romain qui pèse sur les gens de l'époque moderne dans la tradition occidentale et chrétienne et dans la tradition musulmane, parce que Byzance, c'est quelque chose qui compte aussi en dehors du monde strictement chrétien. Et d'ailleurs, quand on dit en turc ou en persan, quand on dit Roum, quand on dit Rumi, souvent ça veut dire qu'on est en train de parler de ces Byzantins plutôt qu'à l'Empire romain dans ses premiers temps. On sait bien sûr qu'il y avait aussi une deuxième tradition qui finalement s'est établie grosso modo à partir du Xe siècle. Et ça, c'est donc l'espèce de deuxième héritage de l'Empire romain, le Empire romain germanique, si vous voyez le livre de Francis Rapp portant sur cette question-là, d'Othon le Grand jusqu'à Charles Quint. Mais ça, il s'agit effectivement, comme on le sait, d'une réinvention parce que il y avait donc quand même une époque de plusieurs siècles quand il n'y avait pas d'empire romain occidental, il n'y avait que l'empire de Byzance. Et puis, en fait, les Othons et les Ottoniens ont réinventé ce système qui est devenu, en fin de compte, ce qu'on appelle le Saint-Empire romain germanique et qui va finalement aussi devenir une partie de l'héritage des Habsbourg. Donc, pour revenir à Herder, l'Empire Habsbourg qu'il connaissait était en quelque sorte l'héritier de cette tradition romaine, même si c'est une tradition, comme je vous ai dit, en partie réinventée et réfabriquée, qui n'a pas gardé le même niveau de continuité qu'on va plutôt donc dans le cas oriental de Byzance. Donc, ces deux traditions romaines, si vous voulez, parfois en dialogue l'une avec l'autre, parfois avec des développements un peu séparés et distincts. Alors donc, voilà une version des empires où on donnerait beaucoup d'importance à la tradition romaine et à la généalogie romaine. Mais c'est pas comme si tout le monde qui a traité la question des empires est d'accord pour aborder la question comme ça. Vous voyez ici deux autres livres relativement récents. L'un traduit de l'anglais, écrit par deux spécialistes américains, donc Madame Burbank, qui est plutôt spécialiste de l'Empire russe, et Monsieur Cooper, plutôt de l'histoire africaine, qui ont donc voulu écrire cette espèce d'histoire des empires dans la longue durée, de la Chine ancienne jusqu'à nos jours.
Et puis, on a donc notre collègue de l'École des études en sciences sociales à Paris, Alessandro Stanziani, qui lui a fait un livre qui est plus centré sur l'époque moderne et un peu l'époque contemporaine, et qui va donc traiter les cas de la Russie, de la Chine et de l'Inde. Et là, en fait, ni l'un ni l'autre de ces deux livres est tant centré sur le problème de la tradition romaine ou de l'héritage de Rome. En fait, là, on s'ouvre sur un éventail possible de généalogie. Dans le cas de Burbank et de Cooper, en fait, leur idée principale qu'ils vont donc tâcher de développer. Ici, vous voyez un compte rendu assez intéressant fait par un spécialiste de l'histoire russe à Paris. Alors, qui nous dit que parmi les notions centrales de ce livre de Burbank et Cooper, il y a donc cette idée de répertoire de pouvoir, qui sont un peu vagues, mais donc c'est comme si tous ces empires ont des répertoires possibles. Puis, il y a aussi cette notion que croise un peu les idées de Bagdan sur la question des politiques de la différence, comment on va gérer la différence. Donc, puis, il y a la question des intermédiaires, puis il y a les trajectoires. Et le quatrième point, en fait, c'est le point pour moi important, c'est-à-dire l'imaginaire politique. Et donc, là, on traite le problème comme s'il y a donc plusieurs modèles possibles. Bien sûr, il y a romantique, mais il y a aussi d'autres modèles venant d'ailleurs, et donc un éventail possible à la fois d'imaginaire et implicitement donc de généalogie. Donc, si on n'a pas envie de se confiner à ce cas romain et donc l'héritage de Rome, on peut, si vous voulez, mentionner le cas romain, mais aussi faire au moins rapidement un peu le bilan de ces autres possibilités. Alors là, donc, on a l'Empire romain, la tradition orientale et donc la tradition ou la réinvention occidentale, si vous voulez. Et puis, il y a d'autres cas que je ne vais pas forcément traiter aujourd'hui, mais on va certainement revenir sur ces questions dans les semaines à venir. Il y a la tradition, faut-il dire, les traditions chinoises, car il y avait des empires en Chine déjà à l'époque de l'Empire romain. Il y a les traditions de l'Inde ancienne. C'est un cas compliqué parce que ces traditions de l'Inde ancienne, comme les Maurya, les Gupta, etc., ils ont aussi une interaction avec des traditions venant d'ailleurs, et notamment, par exemple, avec les traditions du plateau iranien. Et puis, il y a aussi des traditions impériales qu'on peut traiter comme plus ou moins indépendantes par rapport à toutes ces traditions qu'on vient de décliner, c'est-à-dire les traditions américaines précolombiennes, où il est très difficile de parler d'une influence quelconque venant de ces autres traditions sur les traditions qu'on avait, par exemple, chez les Mayas ou chez un certain nombre d'autres formations qui existaient en Amérique avant l'arrivée des Européens à la fin du 15e, début du 16e siècle. Donc là, vous aviez, si vous voulez, un éventail possible de traditions et puis, bien sûr, un éventail possible de généalogie à partir de ces traditions différentes. Mais je ne vais pas trop me tarder sur ces différentes traditions aujourd'hui. J'ai plutôt envie de faire quelque chose d'autre, c'est-à-dire de voir comment, en réalité, il y avait des synthèses possibles, des synthèses où on combinait plusieurs traditions ou plusieurs généalogies. Alors, le premier exemple que vient à l'esprit, même si c'est un exemple assez compliqué, il faut dire, c'est la question du califat musulman
et puis des sultanats qui sont donc issus du califat. Donc, on sait que le premier califat, le califat des Rachidoun, les califes Rachidoun, au 7e siècle, avait donc commencé en Arabie, puis est parti à la conquête de la Syrie, de l'Égypte, de l'Iran. Et puis, progressivement, il y a donc le califat des Omeyyades, une expansion à l'époque des Omeyyades à la fin du 7e et notamment au début du 8e siècle, où les Omeyyades ont donc à la fois arrivé en Espagne et en Inde occidentale, plus ou moins au même moment, avec la conquête aussi de Sindh, qui commence dans les années 710. Voilà donc un espace assez grand. Mais un espace qui nous pose problème pour une histoire des empires, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que cette tradition est une tradition déjà, si vous voulez, de synthèse. Pourquoi? Parce que les premiers musulmans, les premiers califes avaient connaissance et avaient même des rapports avec deux traditions voisines d'impérialisme. Donc, d'un côté, les Byzantins étaient leurs voisins. Et de l'autre côté, il y avait la tradition de plateau iranien, qui était donc effectivement l'empire des Sassanides. Et on sait que très tôt, les musulmans sont partis à la conquête de l'Iran. Et ça a eu un effet très profond sur le système politique des califes. Donc, déjà à l'époque des Omeyyades, et encore plus à partir de 750, plus ou moins, avec l'essor d'un autre califat, qui est le califat des Abbassides, il y a donc une espèce de va-et-vient entre une tradition musulmane et une tradition pré-musulmane qui vient donc de l'Iran. Et il y a parfois des contradictions, mais il y a aussi des synthèses et des possibilités assez fécondes qui viennent de ce dialogue, si on peut l'appeler ainsi. Alors, le résultat de ça, donc, c'est le califat, les califats, il faut le dire, parce que tout d'abord, il y a les Rachidoun, puis il y a les Omeyyades, il y a les Abbassides. Alors, quand on regarde les écrits portant sur ce système politique des musulmans, on voit qu'il y a quelques ambiguïtés, quelques hésitations. Donc, il y a certains auteurs qui n'ont pas trop envie de qualifier ça en tant qu'empire, parce que, pour plusieurs raisons, mais y compris, il y a un problème pour comprendre exactement comment ça fonctionne en tant que souveraineté. Et bien sûr, le calife n'est pas exactement un souverain ou un roi. Et il y a aussi plusieurs autres questions qui se posent au niveau de l'articulation des éléments à l'intérieur de cet espace de l'Oumma du monde musulman. Donc, quelqu'un comme Maurice Lombard, dans son livre qui est très connu, L'Islam dans sa première grandeur, vous voyez qu'il n'est pas trop enthousiaste pour utiliser cette notion d'empire, tandis que notre collègue Gabriel Martinez-Cros, qui est revenu sur la même époque qui était l'époque traitée par Lombard dans ce livre, a carrément utilisé cette notion d'empire islamique pour parler du 7e, 11e siècle, c'est-à-dire pour parler effectivement du califat. Alors donc, si vous voulez, il y a un point d'interrogation là qui se pose. Faut-il traiter ça comme un empire ou comme quelque chose qui serait une espèce d'empire un peu déformé ou un presque empire, un néo-empire si vous voulez.
Donc, des questions qui se posent et des choix possibles pour les historiens soit faire une approximation entre la notion de califat et la notion d'empire, soit d'écarter les deux. Mais alors, puis il y a un deuxième moment dans l'histoire islamique, des formations politiques. Et ça, c'est quand on commence à voir l'éclatement du califat abbasside. Et puis, il y a l'émergence de ces autres formations que sont les premiers sultanats. Parmi ces premiers sultanats, il faut donc compter, il y a plusieurs, il faut compter bien sûr les Buyides, etc. Mais là, on est surtout frappé par l'existence de ces deux formations assez importantes, les Seljouks vers l'Occident, et puis les Ghaznavides vers l'Orient. Et puis, il y a aussi le cas plus obscur de Karachanid, que vous voyez plus vers le nord, vers l'Asie centrale. Alors, ce sont donc des sultanats. Ça veut dire qu'ils engagent beaucoup plus directement une idée de souveraineté. Il y a un sultan, même si ce sultan est en fin de compte légitimé plus ou moins par le calife, mais il s'agit quand même de quelqu'un qui a plus les attributs d'un souverain, d'un roi, voire d'un empereur. Alors, là, vous voyez un peu l'ambiguïté encore une fois, parce qu'un sultan peut être, bien sûr, un sultan d'un tout petit territoire, mais on peut aussi être sultan sur un espace beaucoup plus grand. Alors, comment faut-il faire pour distinguer les uns des autres, des petits sultans des grands? Ou, dans notre vocabulaire à nous, comment distinguer les principautés des empires ou les royaumes des empires? Et alors, il faut dire que si on regarde surtout le cas des Ghaznavides, les Ghaznavides avaient assez intelligemment compris que la meilleure façon de construire quelque chose qui serait à une échelle plus grande qu'un État normal, c'était en puisant dans le vocabulaire des Iraniens. Et donc, on sait que, par exemple, c'était à la cour ghaznavide qu'on a fait revivre la tradition iranienne, notamment par le biais de Shahnameh de Firdausi, qui est une espèce de récupération de la tradition iranienne. Et puis, on peut aussi, par ce biais-là, récupérer une partie de la tradition sassanide de l'Empire qu'on va par la suite utiliser pour faire comme s'il y a une hiérarchie des rois. Donc, il y a des rois clés, il y a les rois, et puis il y a des gens qui sont plus grands que les rois. Et ça, c'est très utile d'ailleurs, il faut le dire, parce que comme les Ghaznavides sont arrivés en Inde, ils avaient aussi, en fait, ils avaient un empire qui avait deux parties, une partie occidentale qui était plutôt dans l'Afghanistan et dans l'Iran, et puis une partie indienne qui n'était pas négligeable. Et puis là, en Inde aussi, il y avait une notion d'une hiérarchie des rois. Et donc, en quelque sorte, c'était très utile pour eux d'employer, de déployer ces notions venant donc d'une tradition iranienne plus ancienne pour se présenter comme des rois qui étaient des rois des rois, les Shahenshahs ou les padishahs. Donc, ces notions qui viennent donc d'un vocabulaire persan et qui sont donc utilisées dans ce cas-là. Il y a néanmoins quelque chose d'autre qu'il faut remarquer quand on parle de ces empires islamiques ou de ces grands États islamiques, ces califats et puis ces sultanats. C'est-à-dire, on voit une certaine résistance par rapport à l'idée de construire des systèmes politiques en utilisant la mer. Donc, même si on est prêt à admettre qu'un certain nombre de ces sultanats soient définis comme empires, si on est prêt
avec M. Martinez-Croix a parlé du califat comme empire, il n'y a pas d'empire maritime, semble-t-il. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons possibles, mais il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas entièrement négliger, c'est-à-dire il y a un propos, surtout des historiens qui font de l'histoire juridique, par exemple ce livre de Hassan Khalili, où il nous dit qu'en effet, la loi maritime islamique n'avait pas de conception de souveraineté sur la mer. Donc, c'est Dieu seul qui est censé contrôler la mer. On peut avoir une notion des eaux, donc, si vous voulez, territoriales, qui sont près de la terre contrôlée par un sultan, par exemple, autour de ses ports, etc. Mais l'idée d'aller faire la conquête de la mer, si vous voulez, apparemment, n'a pas été très répandue chez ces systèmes politiques musulmans qu'on est en train de voir ici. Et ça, c'est quelque chose qui va avoir des implications pour nous. Mais est-ce qu'il faut tout simplement voir ça comme un problème juridique? Faut-il voir ça comme quelque chose de plus dynamique et plus compliqué? Mais de toute manière, c'est quelque chose qu'il faut remarquer quand même, qu'il n'y a que ces empires, ces proto-empires, etc., ne sont pas normalement construits autour des axes maritimes. Alors, donc, si vous voulez, à la fin de l'époque des Abbassides, disons au 10e, 12e siècle, on voit l'émergence de cette forme-là, des sultanats, donc plusieurs sortes de sultanats, de petits sultanats, et puis les grands, qui sont semblables, ou on peut même directement définir en tant qu'empire. Et je pense qu'on peut parler sans trop avoir peur de contradiction d'un empire des Seljouks ou d'un empire des Ghaznavides. Mais là, il y a eu un changement assez intéressant et assez dramatique avec donc l'invention d'une nouvelle tradition, un nouveau départ. Et ce départ venait donc d'un territoire qui était considéré comme assez marginal, donc l'extrême nord-est de l'Eurasie, et c'est donc avec l'essor des Mongols à la fin du XIIe et au tout début du XIIIe siècle. Les Mongols qui vont donc faire une expansion extrêmement rapide, qui vont donc aller depuis leur territoire, entre guillemets, d'origine. Ils vont donc faire la conquête d'une grande partie des steppes. Ils vont arriver assez rapidement donc dans le nord de la Chine et ils vont faire la conquête de l'Iran. Ils vont arriver plus ou moins dans la Méditerranée orientale. Ils vont faire aussi la conquête d'une partie de la Russie. Et puis finalement aussi, ils vont donc faire la conquête de la Chine. Mais alors, il y a une espèce de grande originalité dans la façon de concevoir un empire chez les Mongols. Comme vous savez, il y a une littérature assez considérable sur les Mongols. Je vous donne deux exemples. Il y a bien sûr le livre assez charmant et qui reste quand même utile de René Grousset, L'Empire des Steppes. Ça vaut la peine de jeter un coup d'œil. Et là, vous voyez un livre beaucoup plus récent, plus moderne de notre collègue David Morgan sur les Mongols, basé sur les recherches les plus récentes. Alors, c'est quoi la spécificité des Mongols? C'est en fait leur extrême flexibilité. Donc, en fait, il s'agit d'un peuple qui a construit des empires en faisant des synthèses avec des traditions impériales différentes dans chaque cas. Donc, une fois arrivés en Iran, ils vont construire un empire, si vous voulez, dans le style
iranien. C'est ce qu'on appelle le territoire des îles Khanid. Dans le cas de la Chine, la dynastie des Yuan, commençant avec Kublai Khan et autres, va puiser dans la tradition impériale chinoise. Et ainsi de suite. Donc, ils vont adopter des religions différentes à chaque cas, ils vont adopter des écritures différentes à chaque cas, parfois même des langues différentes. Et donc, vous voyez que c'est une notion de construction de l'empire assez flexible, mais derrière tout ça, il y a quand même un fond qui est un fond profondément mongol. Donc, c'est une adaptation, bien sûr, mais les empires qui sont le produit de cette expérience de l'expansion mongole sont à la fois le résultat des traditions mongoles et les traditions venant donc de ces régions tout à fait différentes et tout à fait donc originelles. Et ça se voit d'ailleurs dans les écrits qu'on a pendant le XIIIe siècle, notamment, ou le XIVe siècle sur les Mongols. Donc, on a les textes très connus comme le texte de Giovanni ou autres, l'histoire secrète. Et alors là, on voit que il y a quelques idées très profondes des Mongols qui vont donc marquer les dynasties qui vont venir à la suite des Mongols, y compris certaines idées portant sur la communication et le commerce. Et là, je réponds un peu les réflexions de David Morgan, qui nous dit que l'importance des Mongols, et que ça soit en Russie, en Iran ou en Chine, c'est leur insistance sur l'importance du commerce. Et donc, ils avaient toujours voulu protéger et maintenir les routes de commerce. Et c'était un point de fierté pour eux, cette question de laisser passer le commerce. Donc, que ce soit par le biais du christianisme, parce qu'il y avait un certain nombre de Mongols qui sont convertis au christianisme, à la version nestorienne, à l'islam. Il y a des Mongols en Iran qui sont devenus des musulmans, ou au bouddhisme dans le cas chinois. Mais il y avait donc toujours cette préoccupation qui était une préoccupation typiquement mongole pour la circulation et pour donc le commerce comme vraiment base de l'idée de ce qu'est une construction impériale. Là, vous voyez donc, c'est un espace assez énorme sur lequel les Mongols vont peser. On sait qu'il n'y avait que 2 endroits où ils ont essayé et ils n'ont pas réussi de pénétrer l'Inde, où en fait les Mongols sont rentrés dans le Cachemire et ils ont donc brièvement fait la conquête de Lahore, mais finalement il y a eu quand même une résistance et aussi peut-être un certain manque d'enthousiasme des Mongols eux-mêmes de rentrer dans ces pays chauds. Et puis on sait aussi qu'il y avait une tentative de la conquête du Japon qui n'a pas réussi. Mais vous voyez que c'est une espèce de grand espace, mais un espace qui va finalement produire un espèce de complexe système d'empire, si vous voulez, interconnecté. Et avec des variantes, mais aussi derrière ça, un fond mongol, des traditions parfois assez pauvrement définies. Par exemple, on parle souvent dans les pays où il y a des dynasties qui sont installées d'origine mongole de quelque chose qui s'appelle donc le Yasa, ou le Torah de Genghis Khan, le Yasa-i Genghis Khani, le Torah-i Genghis Khani. Donc, ce sont des idées aussi de justice, d'équilibre, etc., qui serait donc originaire avec le père
fondateur, l'origine de tout ça, qui est donc Genghis Khan à la fin du 12e, début du 13e siècle. Donc, vous voyez que là, on avait l'éventail de possibles modèles d'empire qu'on a décliné, et puis on a maintenant quelque chose d'autre qui compte et qui est donc, si vous voulez, une espèce de super conception qui va se greffer sur les autres conceptions déjà existantes et qui va donc devenir un nouveau point de départ. Donc, cette question a été discutée dans une historiographie assez vaste. Je vous mentionne que deux livres que moi je trouve particulièrement intéressants. Le livre de l'historien américain Thomas Olson sur culture et conquête dans l'Eurasie mongole, et aussi de notre collègue parisien, le regretté Jean Aubin, qui a écrit ce petit livre extrêmement dense et important sur les émirs mongols et visites persanes dans les remous de l'acculturation, donc focalisant sur le cas des Ilkhanides dans l'Iran après donc la conquête de Bagdad par les Mongols en 1258, qui signale donc la fin du califat abbasside de Bagdad et l'installation donc d'un système mongol qui ne va pas perdurer énormément de temps, à peu près 80 ans, mais qui laisse des effets sur les dynasties et les traditions à venir par la suite. Alors donc, quand on pense à ce qui sont finalement les empires de l'époque moderne, il y a plusieurs façons de penser la question. Il y a, je dirais, une tradition représentée ici par le livre de notre collègue britannique, l'historien d'Oxford, John Darwin, qui lui a voulu écrire une histoire globale des empires en prenant comme point de départ un des successeurs de Genghis Khan. Et pas seulement successeur, mais aussi quelqu'un qui voulait s'inscrire directement dans la tradition tchéngizide, même s'il n'était pas mongol, il était turc. Il s'est marié dans la lignée de Genghis Khan, et c'est lui donc que John Darwin va utiliser comme point de départ pour ce qui serait la construction des empires à l'époque moderne. Ça, c'est une façon de faire. Donc, si vous voulez, on est en train de dire dans cette espèce d'exercice que ce qui compte finalement, c'est la consolidation de la tradition mongole par Timur, et donc qui va donner suite à une série d'autres empires, parce que Timur va beaucoup influencer des dynasties en Inde, en Iran et même les Ottomans, même si les Ottomans étaient parmi ses ennemis, mais finalement les Ottomans étaient tellement impressionnés par Timur qu'ils ont récupéré beaucoup de choses de la tradition timouride. Mais il y a aussi une autre façon d'aborder la question. Et ça, c'est la façon de David Armitage. Parce que David Armitage nous propose que à l'époque moderne, en fait, il y avait une opposition entre deux sortes de modèles d'empire, ce qu'il appelle l'éléphant et la baleine. Et la tradition timouride, là, serait bien sûr l'éléphant. Mais par contre, il y a aussi ces autres empires, les empires maritimes, ce qu'il appelle donc bien sûr la baleine. Alors, Armitage a une vision un peu particulière à nous proposer. Donc, il nous dit que c'est une opposition fondamentale qui remonte jusqu'au 5e siècle avant notre ère. C'est une idéologie possible, mais la réalité, c'est que cette opposition n'était pas une opposition très nette et continue pendant l'époque médiévale ou même avant. En fait, c'était à l'époque moderne, et surtout à partir du 15e siècle, qu'il y a une espèce d'expansion plus ou moins concurrentielle entre
les empires de type éléphant et de type baleine. Et parfois, même si ça peut paraître curieux d'un point de vue strictement biologique, il y a des espèces hybrides entre les éléphants et les baleines. Alors, donc, si on insiste plus sur l'aspect éléphant, on revient à la conception plus de genre Darwin, c'est-à-dire où c'est la tradition mongole revue et corrigée par Temur à la fin du XIVe, début du XVe siècle, qui devient par la suite une tradition impériale très importante, même dominante dans une grande partie de l'Eurasie pendant l'époque moderne. Mais il y a aussi l'autre possibilité, c'est-à-dire penser plus à l'empire, aux empires de type maritime. Et quand on pense aux empires de type maritime, on verra que effectivement la présence dans cette histoire des empires donc dominés par les musulmans est moins important par rapport aux empires terrestres. Les musulmans sont plus présents dans les empires terrestres et dans leur expansion que dans les empires maritimes. D'ailleurs, parmi les empires maritimes de l'époque moderne, le cas le plus frappant, le cas le plus connu, c'est le cas portugais. Et bien sûr, c'est pour cela qu'on aura l'occasion de revenir plusieurs fois sur le cas portugais. C'est aussi parce que je suis un peu spécialiste de ce sujet-là. Et là, vous voyez un des plusieurs grands textes qui ont été publiés, écrits en tout cas au 15e, 16e siècle, portant sur l'Empire portugais. C'est la chronique de Gomes Gianes de Zurara ou de Azurara, qui parle ici, vous voyez, de la conquête et la découverte de Guinée, c'est-à-dire de l'Afrique occidentale, par les Portugais au XVe siècle. Donc là, vous voyez l'essor d'un empire de type maritime. Plus compliqué, c'est le cas des voisins des Portugais, les rois catholiques, Ferdinand et Isabelle, qui eux aussi ont voulu construire un empire maritime en Atlantique. Et donc, ça aussi, vous voyez, c'est un peu l'impulse, l'idée un peu plus de la baleine, mais que finalement, vers le milieu du XVIe siècle, va donner naissance à un empire, précisément un de ces empires hybrides entre éléphants et baleines, qui est l'empire de Charles Quint. Là, vous voyez des publications récentes portant sur le Charles Quint de Geoffrey Parker, notre ami américain et anglais, et puis Denis Crozet, qui a publié il y a 2-3 ans son Charles Quint, empereur d'une fin de temps. Donc, l'empire des Habsbourg, et là, vous voyez, on revient enfin à Herder encore pour fermer en quelque sorte le cercle. Donc, pour terminer, je vais juste vous livrer quelques réflexions de type général. Donc, vous voyez qu'on avait tous ces empires, des empires en commençant donc avec il y a plusieurs généalogies possibles. Et ces généalogies, pourquoi est-ce qu'elles sont importantes? Ils sont importants parce que une des façons de justifier un empire, c'est justement par imitation. En disant qu'on est en train d'imiter des précédents prestigieux, comme les Romains, comme Alexandre, comme les califes, etc. Donc, c'est soit en disant qu'on a une généalogie directe, soit qu'on a une généalogie, si vous voulez, dans l'imaginaire, avec ces précédents. Et puis, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important à l'époque moderne. Pourquoi un empire? Pour la subjugation des incroyants, des païens, l'extirpation des fausses croyances, une idée de guerre juste qu'on trouve chez les chrétiens, qu'on trouve chez les musulmans aussi, des idées de destin et de providence,
où il y a donc un peuple, en quelque sorte choisi, ou un personnage qui serait donc élevé par la providence ou par le destin. L'idée de l'amélioration d'un peuple conquis, même si on n'est pas dans des schémas progressistes de gens du 19e siècle. Et puis, il y a aussi ces deux idées à la fin il faut souligner, des idées donc, qui ont été, bon, on peut trouver peut-être déjà chez les Romains, mais certainement les Mongols, qui n'étaient pas les descendants ni de loin ni de près des Romains, avaient donc poussé ça vraiment extrêmement loin, c'est-à-dire l'idée d'une paix impériale et surtout une notion de la protection des routes de commerce. Et voilà, donc les quelques justifications qu'on trouve pourquoi construire un empire, pourquoi défendre un empire. Donc, je termine là pour cette semaine et je vais bien sûr revenir dans les semaines à venir sur des cas plus précis, en utilisant des exemples, en utilisant des textes, des archives, comme d'habitude. Et j'espère qu'on va donc pouvoir suivre toute une série de cas, mais aussi toute une série de cas qui sont donc effectivement connectés, soit dans la réalité, soit dans l'imagination des participants, mais en tout cas, donc, on va continuer notre aventure de l'histoire connectée des empires à l'époque moderne. Je vous remercie.